Salut à tous les amis, c'est Hakan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle histoire de meurtre cette fois-ci, mais ça va pas être une histoire comme les autres Killer Instinct, même si en soi on a vu différents types d'histoires. Là ça va être une histoire assez particulière parce que certes on a une histoire de meurtre, mais on a aussi quelque chose de paranormal qui est associé à tout ça. Vous comprendrez en écoutant l'histoire, j'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment Instagram, où de temps en temps je fais des petites publications sympas, je fais des petits sondages aussi pour aussi avoir vos avis. Par exemple, dernièrement j'ai fait un petit sondage pour connaître vos plus grandes peurs, comme ça derrière je pourrais faire une vidéo où je trouve des histoires en rapport avec vos peurs à vous. Donc voilà, n'hésitez pas, et on est parti pour se plonger dans cette histoire de meurtre particulière. On est le 21 février 1977. À 8h30 du matin, les pompiers d'Evanston, une ville dans la banlieue de Chicago, sont appelés parce que l'alarme incendie d'un immeuble a été déclenchée. Ils sont arrivés sur les lieux et ils ont rapidement vu que l'appartement 15B était en flammes. Ils ont sonné à l'interphone, sauf que personne ne leur répondait. Donc naturellement, pour éviter une catastrophe, les pompiers ont forcé la porte, ils ont suivi la fumée pour déterminer d'où provenait le feu, et ils se sont aperçus qu'un matelas, au pied du lit, était en train de brûler. Ils ont éteint les flammes, ensuite ils ont ouvert les fenêtres pour laisser s'échapper la fumée une fois que le feu était éteint, et quand ils ont voulu déplier le matelas, ils ont découvert à l'intérieur, caché, le corps d'une femme, totalement nue, qui avait les jambes écartées. Mais ce qui a horrifié les pompiers, c'est qu'elle avait également un couteau planté dans son torse. Cette femme se nommait Teresita Baza. C'était une femme âgée de 48 ans, qui travaillait comme inhalothérapeute. Les proches de la victime ont été interrogés. Un ami a indiqué qu'il était au téléphone avec la femme quand quelqu'un a sonné à sa porte. La femme est allée ouvrir et elle semblait connaître la personne qui lui rendait visite. Son ami, étant au téléphone, ne sait pas ce qui s'est passé, mais dans les faits, son visiteur a brusquement plongé ses mains autour de son cou, l'étranglant jusqu'à ce qu'elle perde totalement connaissance. Une fois Teresita inconsciente, l'homme a fouillé dans son sac à main, espérant trouver pas mal d'argent, mais il n'a trouvé que 30 malheureux dollars. Après cela, il a vandalisé l'appartement. Il a enlevé tous les vêtements de Teresita. Il a pris un couteau de boucher qui se trouvait dans la cuisine, et il l'a planté dans le torse de la femme avec une telle violence que le couteau a traversé l'ensemble du corps de sa victime. Cet homme, voulant camoufler son crime, le transformer en accident, a enroulé Teresita dans un matelas et lui a mis le feu. Après cela, l'homme, devenu assassin, a quitté les lieux. Vu la posture du corps, c'est-à-dire les jambes écartées, les enquêteurs qui se sont chargés de l'affaire ont d'abord pensé que Teresita avait aussi été abusée. Mais l'autopsie a montré qu'il n'en était rien, et qu'en plus de ça, Teresita n'avait jamais eu de rapport de sa vie. L'appartement a été fouillé, rien n'a été volé, il a simplement été vandalisé. À ce stade de l'enquête, la police n'a pas d'indice, aucun suspect. Ils ont simplement quelques empreintes inutilisables et une note indiquant qu'un certain AS devait donner des billets de théâtre à Teresita. Rémi Biaschoua, une femme que tout le monde appelait Rémi, qui venait des Philippines comme Teresita, travaillait dans le même service qu'elle. Bien sûr, la mort de Teresita a d'une part fait couler beaucoup d'encre, mais elle a également alimenté de nombreux bruits de couloir. Donc, au travail, Rémi a discuté régulièrement du meurtre de Teresita avec ses collègues. Le groupe de collègues s'étonnait que personne n'avait encore été arrêté, quand l'un d'eux s'est dit « Teresita doit se retourner dans sa tombe. C'est dommage qu'elle ne puisse pas dire à la police qui l'a tuée. » Quand elle a entendu ça, Rémi a souri tristement et elle a plaisanté qu'à moitié en disant « Elle peut venir à moi, en rêve, je n'ai pas peur. » Il se trouve que Rémi travaillait de temps en temps de nuit. Elle avait le droit, sachant qu'elle était là plutôt pour faire de la garde, d'aller dans une salle de repos pour se reposer un petit peu. Alors qu'il était 2h du matin et qu'elle somnolait, elle a décidé de s'asseoir sur une chaise pour essayer de récupérer un petit peu ses forces. Mais à un moment donné, quelque chose lui a fait ouvrir les yeux et un cri s'est échappé de sa bouche. Juste devant elle se trouvait Teresita Baza et elle se trouvait là comme si elle n'avait jamais été assassinée. Bien sûr, la fameuse Rémi à ce moment-là, elle est totalement flippée. Du coup, elle se lève et elle est sortie de la salle de repos. Elle se demande ce qui se passe, elle a juste peur, elle ne cherche pas à comprendre. Les semaines ont passé, Rémi a essayé d'oublier un petit peu toutes ces histoires, et quelque chose d'assez incroyable va se produire, c'est que les collègues de Rémi lui font des remarques, mais des remarques assez particulières. Ses collègues disent que la fameuse Rémi ressemble de plus en plus à Teresita, physiquement, c'est-à-dire qu'elle commence à s'habiller comme elle commence même à adopter son comportement, à parler comme elle, utiliser les expressions que Teresita utilisait. Par exemple, Rémi était quelqu'un
d'une gentillesse profonde, qui était très ouverte, alors que Teresita, elle, était quelqu'un d'assez renfermé, qui restait assez seul. Eh bien, Rémi passait de cette personne ouverte à petit cette personne renfermée. Le temps a avancé encore un petit peu. On est maintenant 5 mois après le meurtre, la police n'arrive toujours pas à avancer. Rémi, elle, est en train de travailler quand elle aperçoit quelqu'un, un collègue de travail, du nom de Alan Showey. Et quand elle l'a vu, son cœur il s'est mis à battre très violemment, et elle ne sait pas pourquoi, mais d'un coup elle a commencé à faire une crise d'angoisse. Alan, c'était un homme plutôt grand, musclé, qui avait de très bonnes manières, et normalement Rémi, elle avait 100% confiance en cet homme, mais là elle ne sait pas pourquoi, juste en le voyant, elle fait une crise d'angoisse. Du coup, ne se sentant vraiment pas bien, Rémi a demandé à ses supérieurs si elle pouvait prendre le reste de sa journée pour rentrer chez elle et se rétablir. Ça lui est accordé, et alors qu'elle est en train de dormir la nuit, elle parle pendant son sommeil. Son mari l'entend, et apparemment elle tenait des propos incompréhensibles et elle répétait Al, Al, Al. Le lendemain matin, le mari demande à Rémi de quoi elle a rêvé, pour qu'elle soit aussi paniquée et qu'elle parle dans son sommeil, chose qu'elle ne faisait pas du tout. Et Rémi va dire que dans son rêve, elle se trouvait dans une pièce remplie de fumée. Mais c'est tout, elle ne se souvient de rien d'autre. Rémi se rend au travail, mais cette journée-là, elle ne se sent pas bien. Elle a la nausée, elle se sent malade. Et du coup, c'est inquiétant, elle décide de ne pas reprendre son véhicule pour rentrer, elle se dit je vais éviter un accident, elle appelle ses parents pour qu'ils viennent la chercher à l'hôpital. Rémi est ramenée chez elle, elle veut en découdre avec ce qui lui arrive, du coup elle se dit j'ai besoin de bien me reposer, du coup elle prend un très fort sédatif, comme ça elle est sûre de dormir pendant longtemps, elle se dit mon corps il va bien récupérer, et elle s'endort du coup très rapidement. C'est comme si elle prenait un somnifère très fort. Quelques heures plus tard, son mari rentre, et il s'aperçoit que Rémi qui est en train de dormir, est en train de parler. Elle prononce des mots en espagnol. Le mari se demande ce qui se passe, parce que l'espagnol, normalement, Rémi n'en connaît pas un mot. Des trucs basiques, comme tout le monde, comme estar, à la casa, ce genre de trucs, mais vraiment là, elle prononce des phrases parfois complexes. Du coup, le mari, il est inquiet, il s'agenouille près de sa femme, et il dit « Qui es-tu » Et là, Rémi va dire, toujours endormi, et cette fois-ci pas en espagnol, en anglais, « Je suis Teresita Bassa ». Et en plus de ça, elle ne dit pas ça avec sa propre voix, la voix de Rémi. Du coup, le mari demande « Que veux-tu » Et là, Teresita, dans le corps de Rémi, ce qu'on pourrait penser, elle dit « Je veux de l'aide. Rien n'est fait concernant l'homme qui m'a tué. » Quelques instants après, Rémi se réveille comme si elle se réveillait d'un cauchemar. Elle ne sait pas dire ce qui s'est passé. Du coup, le couple oublie un petit peu cette histoire. Le lendemain, il se passe pas grand-chose, mais le surlendemain, là, Rémi, la journée, elle sent qu'elle a une sorte de douleur à la poitrine. Comme si en soi, elle avait un poids constamment qui l'écrasait. Rémi décide donc de retourner chez elle pour se reposer. Sa mère vient lui rendre visite et sa mère lui demande mais qu'est-ce qui se passe? Et Rémi va lui dire Teresita est de retour. Le mari plus tard rend du travail, il retrouve sa femme encore une fois qui est au lit et qui n'est pas bien, donc là il se dit ça commence à faire beaucoup quand même. Et en voyant son mari, Rémi lui dit est-ce que t'es allé voir la police? Le mari il a pas eu le temps ou il a pas pensé, il se disait que c'était qu'une passade, du coup il dit non. Et là, Rémi va dire exactement comme quand elle s'est endormie avec le sédatif, c'est-à-dire une chose avec une voix qui n'est pas la sienne, elle va dire « Alan m'a tué, je l'ai laissé rentrer chez moi et il m'a tué ». Donc si on part du principe que tout ce qui se passe dans cette histoire est réellement vrai, on ne remet pas en cause les faits, c'est une histoire vraie, hein, on peut se dire que le fameux Alan, qui avait toute la confiance de Rémi, est un assassin et c'est lui qui a tué Teresita. Est-ce que motiver le vol? On ne sait pas encore, mais en tout cas, il semblerait que l'âme, ou le fantôme si on veut, de Teresita, eh bien, est revenu des morts, a possédé Rémi, pour tout simplement donner l'identité de son assassin qui mettait tant de temps à être arrêté. Le temps passe encore un petit peu, là cette fois-ci, on va parler de possession, la possession de Rémi, eh bien, cette affaire-là, ça commence à affecter toute sa famille. Les gens à qui cette histoire est racontée ont tendance à y croire, mais tout le monde reste assez dubitatif sur le fait d'en parler à la police parce qu'ils pensent que ça ne pourrait pas constituer de 1 une preuve et de 2 la police elle y croirait pas. Donc une solution est envisagée, c'est d'écrire une lettre anonyme à la police en exposant les faits. Comme ça la police aurait une piste, il pourrait enquêter et arrêter le véritable meurtrier. Sauf qu'un jour, alors que le mari de Rémi rentrait de son travail, Rémi a de nouveau été possédé et donc Teresita lui a parlé. Elle lui a dit « Pourquoi n'avez-vous encore rien fait ?» Et le mari il dit que ça prend du temps, qu'il faut qu'il trouve les mots pour communiquer avec la police. Tu peux pas dire, en soi dans une lettre, « Ma femme est possédée, par l'esprit de machin, faites-moi confiance. »
Tu vois, c'est un peu gros, il faut des preuves. Du coup, Teresita va donner de nouvelles informations. Elle va dire, l'homme Alan Showery m'a volé mes bijoux et les a donnés à sa petite amie. Ils vivent ensemble. Le mari dit, ok, mais comment prouver que ce sont bien vos bijoux et que ce ne sont pas des bijoux qu'il a achetés, honnêtement. Et Teresita va dire, mes cousins Ron Somera et Ken Bassa peuvent les identifier, tout comme mes amis Richard Pessotti et Ray King. Sauf que c'est pas tout. La voix va également donner le numéro de téléphone de ces personnes et elle va dire, Al était venu pour réparer ma télévision, mais il m'a tué et brûlé. Donc là, avec ces nouvelles informations, le mari de Rémi, il appelle la police. L'inspecteur Joseph Stachula, il a pris l'appel, il était intrigué par l'histoire, mais on avait un témoignage, du coup il devait en soi poser des questions supplémentaires. Il s'est donc rendu au domicile de Rémi et de son mari. Il a écouté toute l'histoire, il était assez stupéfait. Et en plus de ça, il avait plutôt tendance à les croire et à pas remettre leurs paroles en cause. Parce qu'il ne sait pas forcément pourquoi, mais il sentait que ces personnes-là ne lui mentaient pas. Mais le problème, c'est que il avait du mal à voir comment lui pourrait se servir de tout ça pour que ça tourne vers quelque chose de concret. Il peut pas, si jamais il arrête quelqu'un, aller au tribunal et dire la seule preuve que j'ai, c'est la parole de quelqu'un qui s'est fait posséder pendant son sommeil, tu vois, il faut vraiment des trucs plus tangibles. Du coup, il a quand même enquêté sur les fameux Alan pour voir si jamais il pouvait faire quelque chose, et il se trouve que ce Alan habitait juste à côté de l'immeuble où vivait Teresita. En plus de ça, il était connu des services de police, il avait déjà un casier judiciaire assez chargé. Il avait été condamné pour abus à 2 reprises, à chaque fois il avait agressé ses victimes chez elle. Du coup, là, on se dit, on peut avoir du soupçon, on va l'interroger. Les enquêteurs lui posent quelques questions. Ils demandent s'il était allé effectivement réparer la fameuse télévision de Teresita. Lui, il dit qu'effectivement c'était prévu, mais qu'il s'est arrêté à un bar, qu'il s'est un petit peu saoulé et que du coup, il a oublié le rendez-vous. Les enquêteurs ont demandé si Alan était déjà allé chez Teresita. Alan a dit que non. Et comme par hasard, quand les enquêteurs disent, bon, juste au cas où, on va prendre tes empreintes digitales pour les comparer, là, Alan, il va se dire, ah, oui, j'y suis peut-être allé il y a quelques mois. Quand tu changes de version des faits comme ça, c'est que t'es bizarre. Et du coup, après un interrogatoire avec un petit peu de pression, Alan avoue finalement être allé chez Teresita le soir du meurtre. Il dit qu'il n'y est pas resté longtemps parce qu'il lui manquait un outil pour réparer la télévision. Les enquêteurs décident pour le moment de laisser Alan tranquille parce que eux veulent interroger une personne supplémentaire, la petite amie d'Alan. Ils vont donc l'interroger chez elle, ils lui posent quelques questions, elle se souvient assez facilement du soir des événements parce que le camion de pompiers qui allait éteindre le feu à 8h30 est passé sous sa fenêtre, donc c'est quelque chose qui l'a marqué. Elle se souvient que Alan est rentré aussi très tôt et les enquêteurs vont poser une petite question et vont dire, est-ce que Alan vous a offert des bijoux peu de temps après ces événements ou au moment même? La petite amie va dire que oui, elle va montrer les bijoux et la police va dire, venez avec nous. Ils ont emmené la petite amie au commissariat, là où attendaient les proches de Teresita, pour les identifier. Et bingo, ils les identifient. Les bijoux qui ont été offerts à la petite amie d'Alan sont bien les bijoux de Teresita. Alan Showery est arrêté. Les inspecteurs en charge de l'enquête savent qu'il est fini. Alan essaie de nier les faits. Quand on lui dit que les bijoux qu'il a offerts à sa copine étaient les bijoux de Teresita, il dit que lui il les a achetés à un prêteur sur gage, et normalement, même si tu achètes un prêteur sur gage, tu as un reçu, tu as une preuve, quelque chose comme ça. Et là, comme par hasard, il n'avait rien du tout. Au moment où il sait qu'il est coincé, Alan fait une demande. Il demande d'en parler à sa petite amie. Et ce qu'il lui dit, c'est une confession. Il lui dit, Yanka, qui était le prénom de sa petite amie, j'ai quelque chose à te dire, j'ai tué Teresita Bassa. Alan a totalement avoué son meurtre, il dit qu'il voulait voler Teresita Bassa pour résoudre ses problèmes financiers. Il pensait en fait que Teresita était riche, ce qui n'était pas le cas. Du coup, il l'a assassinée, pensant toujours qu'elle est riche. Il a fouillé son portefeuille, il pensait trouver beaucoup d'argent, mais il n'a trouvé que 30 $. Dans son appartement, il n'avait aucun objet de valeur, c'est pour ça qu'il a été vandalisé mais que rien n'a été pris. Lui, il se rappelait qu'il avait un casier judiciaire. Il a voulu maquiller son crime, il a voulu faire croire que Teresita avait été abusée et qu'elle avait été mise en feu, enfin il voulait en gros masquer le tout. Au début il voulait faire passer ça pour un meurtre mais de quelqu'un d'autre, après il voulait faire passer ça pour un accident, c'était assez confus dans sa tête, il savait pas trop comment gérer la situation. Mais à la fin il s'est dit je mets le feu, comme ça toutes les preuves seront détruites. À partir du moment où Alan Showery a été arrêté, Rémi n'a plus jamais été sujette à des possessions. Elle se sentit quasiment mieux du jour au lendemain. Et bien sûr, cette affaire-là a fait la une des journaux. La voix de Teresita Bassa revenue d'outre-tombe, qui vient pour justement dire qui est son assassin. Mais finalement, bien que le procès a été assez houleux, parce que c'est compliqué de prendre comme preuve la parole d'un fantôme, le jury avait du mal à s'accorder, mais finalement il s'est accordé sur une sentence. Alan Showery a été reconnu coupable et il a été condamné à 14 ans de prison, auquel s'ajoutent 4 ans pour vol et 4 ans pour incendie criminel. Donc au total,
22 ans. C'est là que cette histoire s'arrête. Une histoire très folle, une histoire de meurtre remplie de non pas rebondissements mais d'aspects quelque peu particuliers. Ce serait pratique en soi si dès qu'il y avait un meurtre, le fantôme reviendrait pour dire c'est lui. Ce serait assez pratique, je pense. Ça permettrait de résoudre des enquêtes qui n'ont jamais été résolues, ou les enquêtes les plus difficiles. Les meurtres seraient les crimes les plus faciles à résoudre, quoi. Ce serait vraiment du pouf, voilà. Mais c'était une histoire assez folle. Après, évidemment, on y croit ou on n'y croit pas. Ça, c'est libre à vous d'en décider. J'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai beaucoup aimé. J'aime bien quand on associe paranormal et meurtre, bien que l'histoire de base, bien sûr, on a affaire à un meurtre, donc c'est malheureux, mais je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Encore plus intéressant que juste une histoire d'un tueur ou juste une histoire de fantôme. Là, on a vraiment les deux. Ça matche bien. Si vous avez passé un bon moment devant la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!